Chaque année, plus de 100 tonnes de matériaux sont produites dans le monde, mais un seul d'entre eux défie les lois de la physique. Ce n'est ni du métal, ni du plastique. C'est le graphène. Un matériau plus fin que l'ADN humain, mais 200 fois plus résistant que l'acier. Imaginez, une seule de ces couches pourrait supporter le poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe d'un crayon. Il est plus léger que l'air, transparent comme le verre, et en même temps, il conduit le courant mieux que le cuivre. Mais le plus fascinant, c'est que nous ne connaissons toujours pas les limites de ses possibilités. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez comment quelque chose de presque invisible pourrait changer l'avenir de toute l'industrie. Alors, le graphène est un matériau bidimensionnel, composé d'une seule couche d'atomes de carbone, disposé en un réseau dense et bidimensionnel, en forme d'hexagone. Il possède une série de propriétés uniques qui le rendent incroyablement prometteur. Les atomes de carbone dans le graphène sont liés entre eux par des liaisons covalentes extrêmement solides. En substance, chaque atome fait partie d'un maillage absolument dense et impeccable. Lorsque nous essayons d'étirer, de percer ou de casser une feuille de graphène, nous essayons en fait de rompre ces liaisons. Ce qui est unique, c'est que lorsqu'une force externe est appliquée au maillage, il ne se brise pas simplement. Au lieu de cela, le réseau hexagonal parfait assure une répartition uniforme de la contrainte sur l'ensemble du matériau. Les physiciens ont découvert que pour percer une feuille de graphène parfaite avec un crayon, par exemple, il faudrait une force comparable au poids d'un éléphant en équilibre sur la pointe de ce crayon. Pourquoi parlons-nous spécifiquement de poids? C'est un point d'une importance capitale. Quand les scientifiques comparent les matériaux, ils évaluent leur rapport spécifique résistance sur poids. Par exemple, l'acier est un matériau solide, mais il est aussi très lourd. Le graphène, lui, est aussi solide que l'acier, voire plus, mais son poids est dérisoire. Une feuille de graphène est si fine qu'un kilogramme de ce matériau pourrait couvrir une surface comparable à plusieurs terrains de football. Cela signifie que, si nous prenions un morceau de graphène et un morceau d'acier de haute qualité de même poids, le graphène supporterait une charge 200 fois plus importante avant de se déformer ou de se rompre. Cette caractéristique en fait le candidat idéal pour la création de matériaux composites ultra légers et ultra résistants pour l'aérospatiale, le blindage et les équipements sportifs de haute technologie. Imaginez que même le plus petit ajout de graphène à des matériaux ordinaires, comme les plastiques ou les résines époxy, peut les transformer en quelque chose de complètement nouveau. Les scientifiques travaillent déjà à la création de gilets pare-balles ultra fins mais impénétrables, qui pèsent beaucoup moins que les blindages traditionnels en Kevlar. L'ajout d'une infime quantité de graphène au béton peut le rendre beaucoup plus résistant aux fissures et aux dommages, prolongeant la durée de vie des ponts et des bâtiments. Les carrosseries et les fuselages d'avions à base de graphène seraient plus légers, ce qui entraînerait des économies de carburant significatives tout en devenant beaucoup plus solides et plus sûrs. Ainsi, le graphène est l'incarnation d'un paradoxe. Il est presque invisible, mais sa résistance surpasse celle des métaux les plus forts. Cela ouvre une ère entièrement nouvelle en sciences des matériaux, où les matériaux sont à la fois légers, flexibles et d'une solidité inégalée. La production de graphène est un véritable casse-tête pour les scientifiques. On peut l'obtenir de 3 manières principales, qui diffèrent par leur coût, leur qualité et leur volume de production. Imaginez que vous deviez fabriquer une feuille très fine, mais qu'elle doive être parfaite. La première méthode est l'exfoliation mécanique.
C'est de cette manière que le graphène a été découvert. Ici, tout est simple. On prend du graphite ordinaire, qui est un empilement de couches de carbone, et on essaie d'en détacher une seule et unique couche. Les scientifiques ont littéralement utilisé du ruban adhésif pour arracher les couches à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste sur le ruban que cette fameuse couche monoatomique recherchée. Cela donne le graphène le plus pur et le plus parfait, un véritable diamant pour la recherche fondamentale. Mais le problème est évident, cette méthode est terriblement lente, impossible à mettre à l'échelle et ne convient qu'au laboratoire. La deuxième approche est l'exfoliation chimique. On l'utilise quand on veut obtenir beaucoup de graphène pour l'ajouter dans des batteries, des plastiques ou des encres. Ici, on ne joue pas avec du scotch, on sort l'artillerie lourde chimique. On plonge le graphite dans des acides et des oxydants très puissants, qui s'infiltrent entre les couches de carbone et commencent à les écarter. Le résultat est un mélange épais. Ensuite, on le traite aux ultrasons, comme avec un mixeur, et les couches de graphite se séparent finalement dans l'eau ou un autre solvant. C'est ce qu'on appelle l'oxyde de graphène. Après cela, il faut réduire cet oxyde de graphène pour qu'il redevienne conducteur d'électricité. Cette méthode est bon marché et produit de grands volumes, mais le produit final a toujours beaucoup de défauts et d'impuretés. Il convient pour les composites, mais pas pour l'électronique sensible. La troisième et la plus prometteuse des méthodes est le dépôt chimique en phase vapeur, CVD. C'est la technologie pour créer des toiles de graphène de haute qualité et de grande taille, nécessaires pour les écrans tactiles ou les microcircuits. Ici, on n'arrache rien, on fait pousser le matériau à partir de zéro. On prend une fine feuille de métal, généralement du cuivre, et on la chauffe très fort, jusqu'à 1000 degrés Celsius. Puis, on introduit dans le four un gaz contenant du carbone, par exemple du méthane. Les atomes de carbone, libérés du gaz, se déposent sur le cuivre incandescent, qui sert de modèle parfait. Ils s'assemblent d'eux-mêmes en un maillage en nid d'abeilles monocouche et impeccable. Cette méthode donne une haute qualité et permet de fabriquer de grandes feuilles de graphène, ce qui est essentiel pour l'industrie. Le plus difficile après cela est de retirer délicatement le film de graphène du support métallique et de le transférer sur le matériau souhaité, par exemple un plastique flexible sans endommager sa structure fragile. En termes d'argent, le marché mondial du graphène est actuellement évalué à plusieurs centaines de millions de dollars américains et, selon la plupart des prévisions, il devrait croître très rapidement, doublant souvent tous les 2 ou 3 ans. Les analystes s'attendent à ce que ce marché dépasse le milliard de dollars d'ici la fin de la décennie. Cela montre que les investisseurs croient en l'adoption massive du graphène. Contrairement aux produits de base, le marché du graphène est très segmenté par type et qualité. La part du lion de la production en poids est constituée d'oxyde de graphène réduit et de paillettes de graphène. Ils sont produits par la méthode chimique et sont utilisés pour renforcer les composites, les revêtements et les encres. Ils sont bon marché, mais présentent de nombreux défauts. C'est ce qu'on appelle le volume à bas coût. Et qu'en est-il de la haute qualité? La plus petite part en poids, mais la plus chère en valeur, est le graphène monocouche pur sous forme de film. Il est nécessaire pour l'électronique de haute technologie et est très coûteux en raison de la complexité de sa production et de son transfert. Le marché de la production de graphène est très fortement concentré en Asie, en particulier en Chine. Les entreprises Niespero chinoises sont les leaders mondiaux dans la production de grands volumes de graphène pour les batteries et les supercondensateurs, celui-là même qui est fabriqué par la méthode chimique. Les entreprises européennes et américaines, quant à elles, se concentrent généralement sur le développement de formes de graphène plus high-tech et plus pures, c'est-à-dire des films pour les industries aérospatiales et électroniques.
Chaque matin, des millions de personnes commencent leur journée avec une tasse de café. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce qui reste au fond de la tasse pourrait alimenter des villes entières? Le marc de café, que nous jetons sans y penser, se transforme en biocarburant capable de remplacer le pétrole. Il fait déjà rouler des bus, chauffe des bâtiments et est même utilisé dans la production d'emballages écologiques. Mais ce qui est étrange, c'est que cette ressource est l'une des plus massives au monde et nous ne réalisons toujours pas sa véritable puissance. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment le simple marc de votre machine à café pourrait changer l'énergétique de la planète. Le marc de café, en volume aussi important que 50 millions de tonnes par an, est principalement généré par la production et la consommation mondiale de café. Pour comprendre l'échelle, en 2025, la production mondiale de café est estimée à environ 178 millions de sacs de 60 kg. Cela représente environ 11 millions de tonnes de grains. Les plus grands producteurs sont le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie, l'Éthiopie et d'autres pays où les plantations de café s'étendent sur des millions d'hectares. Après le traitement des grains et la préparation des boissons au café, il reste un déchet, le marc de café, qui représente environ 20 à 25% de la masse initiale des grains. Cela signifie qu'à partir de 11 millions de tonnes de café, on obtient environ 2 à 3 millions de tonnes de marc comme sous-produit. Une autre contribution majeure aux volumes totaux provient des cafés, des restaurants, des hôtels, des bureaux et même des ménages, qui consomment massivement du café chaque jour. Les grandes villes et les pays avec un marché du café développé génèrent des tonnes de marques de café quotidiennement. Par exemple, un grand café peut accumuler des centaines de kilogrammes de déchets par jour et les chaînes de café du monde entier, des dizaines de milliers de tonnes par an. La collecte du marc pour un traitement ultérieur est organisée à la fois par des projets locaux, des entreprises de gestion des déchets qui collaborent avec des cafés, et par des entreprises à grande échelle qui créent des chaînes d'économie circulaire, un cycle fermé où le sous-produit devient une ressource. L'idée d'utiliser le marc de café pour produire du biocarburant est née en réponse aux défis environnementaux croissants liés à la combustion des énergies fossiles et aux problèmes des déchets de l'industrie alimentaire. Les premières recherches scientifiques dans ce domaine sont apparues au début des années 2000, lorsque les scientifiques ont commencé à explorer le potentiel des déchets organiques pour la production d'énergie propre. Le marc de café, riche en huile et en glucides, s'est révélé être une matière première prometteuse pour la production de biodiesel et de biogaz. Entre 2018 et 2020, les innovations en biotechnologie ont commencé à mettre en œuvre plus activement les technologies d'extraction des huiles du marc de café usagé. En particulier, la méthode de transformation de ces huiles en biodiesel a été activement développée par des chercheurs de l'Union européenne et d'Amérique du Nord. L'une des percées a été la création de processus permettant d'utiliser l'huile résiduelle sans opérations chimiques coûteuses et complexes, ce qui a rendu la production de biocarburants à la fois économiquement viable et écologique. La transformation du marc de café pour alimenter ne serait-ce que 1000 réacteurs nucléaires sous forme de biocarburants ou d'engrais représente une industrie à grande échelle, avec un potentiel écologique et économique considérable. Lorsque le marc de café usagé arrive à l'usine de traitement, un processus technologique détaillé en plusieurs étapes commence, transformant ce déchet organique en un produit utile. Ces informations sont basées sur l'exemple de la start-up ukrainienne Rekava, qui est devenue l'un des leaders dans ce domaine, ainsi que sur d'autres initiatives écologiques modernes.
La première étape est de récupérer le marc auprès de partenaires. Cafés, restaurants, bureaux, grandes chaînes comme McDonald's. Un petit café génère environ 5 kg de marc de café par jour. Les grandes chaînes, des dizaines de kilogrammes. Il est important que le marc soit collecté et transporté rapidement pour éviter qu'il ne se détériore et ne dégage de mauvaises odeurs. Le séchage du marc de café consiste à l'étaler en une fine couche sur des claies de séchage spéciales ou des convoyeurs, où de l'air chaud traverse le matériau. La température de séchage est généralement maintenue aux alentours de 55 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour détruire les micro-organismes et éliminer l'excès d'humidité, sans pour autant détruire les nutriments. Le marc séché devient moins acide, plus stable et plus compact à stocker, réduisant ainsi le risque de moisissure. Grâce à cela, le marc peut être conservé longtemps dans des conteneurs hermétiques sans que sa qualité ne se dégrade. La congélation est une alternative ou une mesure complémentaire, utilisée lorsque le séchage n'est pas pratique ou qu'une conservation rapide est nécessaire sans perte des propriétés fraîches. Le marc est placé dans des sacs ou des conteneurs hermétiques et congelé à une température de moins 18 degrés ou moins. Dans cet état, tous les processus biochimiques et le développement des micro-organismes sont stoppés, préservant les composants aromatiques, les huiles et la plupart des nutriments dans leur état le plus naturel. Lors de la décongélation, le marc de café ne perd pas ses propriétés et est apte à un traitement ultérieur. Avant la congélation proprement dite, le marc est souvent mélangé à des matériaux organiques neutres, où on y ajoute des conservateurs naturels, ce qui améliore sa texture et ses propriétés après décongélation. C'est important pour faciliter le transport et le stockage. Le marc de café contient des substances aromatiques, de l'huile de café et de petites impuretés. Les technologues de l'usine effectuent plusieurs étapes de purification pour neutraliser l'odeur, afin que les produits finis ne sentent pas le café, et pour éliminer les contaminants étrangers. Ils utilisent des méthodes de tamisage, de lavage et des traitements spéciaux. À l'usine, le marc est acheminé vers un équipement de broyage spécial. Il peut s'agir de broyeurs à marteau, à couteau ou à rotor, qui fonctionnent sur le principe de la fragmentation des particules. Grâce à la grande vitesse de rotation des marteaux ou des couteaux, le marc se transforme en une poudre homogène, à la granulométrie contrôlée. Il est important de respecter un degré de broyage optimal. Une poudre trop grossière compliquerait le mélange ultérieur et réduirait l'efficacité de l'extraction des substances utiles, tandis qu'une poudre trop fine pourrait nuire au débit de l'équipement et provoquer des émissions de poussière. C'est pourquoi on sépare les fractions nécessaires à l'aide d'un système de tamis et de filtres, et les fragments inadaptés sont renvoyés pour un nouveau broyage. L'homogénéité de la poudre assure une combinaison parfaite avec d'autres additifs naturels, par exemple de la coquille d'œuf ou de la fibre de maïs, pour améliorer la qualité du produit final, engrais, biocarburants ou emballage biodégradable écologique. Après la préparation du mélange, il est pressé dans un moule. Il peut s'agir d'un gobelet jetable, d'un pot pour semis ou d'un autre article. Le pressage permet de donner au matériau la forme et la densité souhaitées. Le produit fini est recouvert d'une couche protectrice naturelle spéciale, par exemple développée à base de maïs, pour augmenter sa solidité et son imperméabilité, tout en préservant son caractère écologique et biodégradable. Les articles sont séchés pour éliminer définitivement l'humidité, puis emballés pour la vente. Les déchets de production ne sont pas non plus jetés. L'extrait de café est utilisé pour l'aromatisation, l'huile de café pour le biocarburant, et les résidus sont mélangés à d'autres matières premières pour faire des engrais ou des pellets.
Chaque année, plus d'1 milliard de mètres cubes de bois sont abattus dans les forêts du monde. Mais rares sont ceux qui savent à quoi ressemble vraiment le travail sur les séquoias géants. Des arbres qui ont survécu à des empires et ont même vu les mammouths. Imaginez, un tronc de plusieurs mètres de diamètre et pesant des dizaines de tonnes, tournant sur un tour, lentement et avec un bruit sourd, comme le cœur de la Terre. Chaque passage de l'outil révèle un motif unique, façonné par la nature pendant des millénaires. Le secret de cet artisanat est stupéfiant. Et si vous regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un fait qui changera à jamais votre vision du travail du bois. Le travail du bois, à une telle échelle, exige un équipement spécialisé et un savoir-faire considérable. La machine montrée dans la vidéo fait partie des tours géants, adaptées pour usiner des pièces énormes. Sa zone de travail peut accueillir des pièces de plusieurs mètres de diamètre, et la longueur d'usinage atteint des dizaines de mètres. Un moteur puissant assure une rotation stable et douce du bois, même avec des poids importants. À l'aide de telles tours, les artisans retirent progressivement la couche extérieure d'écorce et de bois, en utilisant des outils de coupe et des racloirs affûtés. Le travail est mené avec une précision maximale, car la moindre erreur pourrait entraîner la perte d'un matériau précieux. Le maître artisan contrôle le processus d'usinage, ajustant la vitesse de rotation et la pression des outils sur le bois, pour façonner progressivement des formes complexes ou simples. D'abord, on enlève les grosses excroissances lamellaires, puis on passe à un polissage plus détaillé, qui permet de souligner la texture naturelle et de rendre le bois parfaitement lisse. Le travail du bois de séquoia n'est pas un simple processus technologique, mais une forme d'art, car chaque création est unique en raison des particularités naturelles du matériau. La grande densité et la dureté du séquoia rendent le processus complexe, tout en soulignant la qualité de l'œuvre. Les séquoias poussent principalement dans des zones de répartition naturelle limitées, c'est pourquoi la préservation et l'utilisation rationnelle de leur bois sont d'une grande importance. L'abattage des séquoias géants a autrefois conduit à la quasi-disparition des grands arbres dans certaines régions. Par exemple, au 19e siècle, la société Kings River Lumber a abattu illégalement plus de 8000 de ces géants, provoquant une catastrophe écologique qui a affecté le climat et la biodiversité de la région. Les technologies modernes de transformation du bois permettent de tirer le meilleur parti de ce bois précieux en minimisant les pertes. L'utilisation de tours innovants, comme dans la vidéo, permet de travailler avec des pièces grandes et non standards, d'utiliser le matériau de manière rationnelle et de créer des produits de haute qualité. Le bois de séquoia, grâce à sa solidité et sa résistance à la pourriture, est un matériau de valeur pour la construction et la fabrication de meubles. Cependant, en raison du statut de protection de ces arbres, l'exploitation commerciale de leur bois est strictement réglementée. En raison du diamètre gigantesque de la pièce et de son poids de plusieurs tonnes, le tour fonctionne à très bas régime pour éviter les vibrations et assurer une coupe contrôlée. Le maître artisan ajuste manuellement la pression des outils pour ne pas endommager le matériau. Le travail se déroule en plusieurs étapes. D'abord une coupe grossière, puis un usinage détaillé et un polissage, comme nous l'avons déjà mentionné. Après l'usinage sur les tours, on fabrique à partir des troncs géants divers objets d'intérieur et d'art, de grandes colonnes décoratives, des meubles et des sculptures jusqu'à des planches de finition. En raison de la beauté naturelle de la texture et des couleurs de ce bois, les œuvres deviennent souvent des objets architecturaux ou de design unique. De nombreux troncs de séquoia géants sont également transformés en panneaux pour des parquets haut de gamme
ou pour la construction de bâtiments de prestige, où l'on apprécie non seulement la durabilité, mais aussi un environnement fait de matériaux écologiquement purs. Dans certains cas, le bois est utilisé pour la fabrication de wagons, de traverses de chemins de fer, de poteaux télégraphiques et même de structures sous-marines, où la résistance à la pourriture et la solidité sont essentielles. On sait que certains séquoias anciens sont utilisés à des fins touristiques ou culturelles. Par exemple, aux États-Unis, on crée des tunnels dans des géants abattus, où les voitures peuvent passer librement, et d'autres troncs sont transformés en galeries ou en restaurants. Ce sont des attractions touristiques populaires. Le travail sur les troncs de séquoias géants est l'œuvre d'artisans hautement qualifiés, qui alignent une connaissance approfondie du travail du bois, à un goût artistique certain et à une grande maîtrise technique. Pour atteindre le niveau que l'on peut voir dans la vidéo, il faut un long parcours d'apprentissage et de pratique, la maîtrise d'une série d'outils et de techniques spécialisées. L'apprentissage de ce métier commence par l'acquisition des compétences de base en menuiserie. Travail du bois avec des outils manuels, sciage, ponçage, techniques de sculpture de base. Cela peut prendre plusieurs années d'école professionnelle ou de formation en fonction de l'intensité de l'enseignement et des aptitudes naturelles. Le niveau suivant est l'apprentissage du tournage sur bois, en particulier la réalisation de pièces complexes sur de grandes machines. Cela demande une grande précision et une grande sensibilité pour contrôler la force et la direction des outils, tenir compte de la texture et de la structure du bois, et éviter les fissures et les irrégularités. Les artisans travaillant sur le séquoia utilisent activement une variété d'outils de tournage, des gouges de différentes formes et configurations, des racloirs, des bédanes. Pour l'ébauche, ils commencent avec de grandes gouges à dégrossir, qui enlèvent d'épaisses couches de bois, avant de passer à des outils plus fins et plus délicats pour le polissage et les détails. Les outils sont généralement en acier rapide ou dotés de plaquettes en carbure pour une durabilité et un tranchant maximum. Parallèlement au travail des outils, l'opérateur contrôle la vitesse de rotation de la pièce, ce qui est d'une importance capitale. En raison des dimensions gigantesques du séquoia, les tours de la machine sont très bas pour éviter les vibrations et assurer une coupe uniforme. La pression de l'outil est également régulée manuellement, ce qui exige une grande maîtrise et un ressenti du bois. Outre les aspects de technique, ces artisans ont une vision artistique développée. Le travail sur un bois géant n'est pas un simple travail mécanique, mais un processus créatif au cours duquel une œuvre unique prend forme. Pour y parvenir, il faut allier la connaissance de la technique à la compréhension des propriétés naturelles du matériau et à des compétences artistiques. Dans les milieux professionnels, l'apprentissage peut durer de 5 à 10 ans, surtout s'il s'agit de travailler avec des arbres grands et coûteux. Souvent, les artisans font des stages, apprennent auprès de tourneurs expérimentés, participent à des masterclass et à des écoles d'art. Après une formation de base, l'artisan continue de se perfectionner, acquérant de l'expérience avec différentes essences de bois, de grandes pièces, des formes et des techniques complexes, créant ainsi des objets d'art uniques. C'est le respect rigoureux de la technologie, associé à une approche créative, qui permet d'atteindre des résultats impressionnants. Imaginez, le matériau de construction le plus répandu sur la planète
ne naît pas dans un laboratoire, mais dans la gueule d'un véritable dragon industriel. La roche, qui hier encore faisait partie de la Terre, est aujourd'hui arrachée à sa falaise par une explosion, réduite en une poussière plus fine que de la farine, et traverse un enfer de feu à plus de 1400 degrés. Dans ce brasier, la pierre devient quelque chose de nouveau. Le clinker, le cœur du ciment. Chaque année, l'humanité crée plus de 4 milliards de tonnes de cette poudre grise, assez pour construire un mur capable d'encercler la Terre plus de 40 fois. Mais il y a un secret. Sans un ajout infime, presque imperceptible, tout ce ciment serait inutile. Quel est cet ingrédient mystérieux? Vous ne le découvrirez qu'à la fin. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais dans une immense blessure ouverte sur le corps de la Terre. Une carrière. L'ingrédient principal de notre recette, représentant environ 80% de la masse totale, est le calcaire. Une simple pierre qui est essentiellement le reste fossilisé d'anciennes créatures marines. Pour l'arracher à sa roche-mère, les ingénieurs mènent une véritable opération spéciale. Ils forent des dizaines de trous profonds, y placent des centaines de kilogrammes d'explosifs, et avec un boum sourd et profond qui fait trembler la terre à des kilomètres à la ronde, des milliers de tonnes de pierres se détachent du massif rocheux. Ensuite, de véritables monstres entrent en scène, des tombereaux de carrière, dont les roues sont plus hautes qu'un homme. Un excavateur gigantesque, dont le godet peut soulever d'un seul coup le poids de plusieurs voitures, charge ces blocs de pierre dans les bennes des camions. Ces géants jaunes transportent leur cargaison jusqu'au premier point de transformation, le concasseur primaire. Le concasseur primaire est une énorme gueule d'acier aux mâchoires massives qui, dans un fracas assourdissant, écrase des blocs de plusieurs tonnes en morceaux de la taille d'un ballon de football. En même temps que le calcaire, on ajoute dans le concasseur le deuxième ingrédient important, de l'argile ou du schiste. Ils sont la source du silicium, de l'aluminium et du fer, nécessaires à la bonne chimie de notre futur ciment. Après ce broyage primaire, la pierre est acheminée par un convoyeur vers une aire de stockage, puis vers l'étape suivante où elle doit être transformée en poudre. Elle arrive dans un broyeur de cru. Il peut s'agir soit d'un tambour géant en rotation, rempli de boulets d'acier qui broient la pierre dans un grand vacarme, soit, de manière plus moderne, d'un broyeur vertical à rouleau. Imaginez une immense assiette rotative, sur laquelle roulent avec une force colossale plusieurs rouleaux d'acier massif. La pierre est introduite sous ces rouleaux et est tout simplement pulvérisée en une poudre extrêmement fine, plus fine que de la farine. Un puissant courant d'air chaud saisit cette poussière et l'entraîne hors du broyeur. Ce processus broie et sèche la matière première simultanément. La poudre obtenue, appelée la farine crue, est soigneusement mélangée dans d'immenses silos, à l'aide d'air comprimé, pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Et c'est maintenant que ce mélange gris et poudreux est prêt pour sa rencontre avec le feu. Il entame son voyage au cœur même de l'usine, dans le ventre du dragon industriel, le four rotatif. Un immense tube d'acier, long de 200 mètres, comme 2 terrains de football, revêtu à l'intérieur de briques réfractaires. Ce tube est installé avec une légère inclinaison et tourne très lentement, presque imperceptiblement, sur son axe. La farine crue est introduite par l'extrémité supérieure, légèrement surélevée. Et par l'extrémité inférieure, un brûleur géant projette à l'intérieur une colonne de feu rugissante, comme le moteur d'une fusée. La température dans cette zone atteint le chiffre absolument infernal de 1450 degrés Celsius. Notre poudre, en s'écoulant et en roulant lentement vers le bas
grâce à la rotation et à l'inclinaison, commence son long et chaud voyage à la rencontre de ce feu. À l'intérieur du four, elle traverse plusieurs zones de température et des transformations étonnantes s'y produisent. D'abord, dans la zone la plus froide, le reste d'humidité s'évapore. Ensuite, lorsque la température atteint 900 degrés, a lieu le processus de calcination. Le dioxyde de carbone est libéré du calcaire, qui se transforme en oxyde de calcium. Et enfin, dans la zone la plus chaude, au cœur de l'enfer, se produit l'essentiel, la clinkérisation. L'oxyde de calcium réagit avec les oxydes de silicium, d'aluminium et de fer, formant de tout nouveaux minéraux au nom complexe, comme l'halite et la bélite. La poudre fond et se transforme en petites billes sombres, gris-noir, de la taille d'un pois à celle d'une noix. C'est le clinker, le cœur et l'âme du ciment. C'est, en somme, de l'énergie chimique en conserve, qui attend son heure pour se réveiller. Le clinker, chauffé au rouge, tombe de l'extrémité inférieure du four et arrive immédiatement dans un refroidisseur spécial. Là, il est soufflé par de puissants courants d'air froid. C'est une étape très importante. Un refroidissement rapide fige la structure chimique du clinker dans son état le plus actif. Le clinker refroidi, dur comme la pierre, est acheminé par un convoyeur vers un silo de stockage, où il peut être conservé pendant des mois. Et voici l'étape finale de la transformation. Le clinker en lui-même n'est qu'un tas de cailloux inactifs. Pour le transformer en ciment, il faut à nouveau le broyer, en une très fine poussière. On le charge dans un broyeur à ciment qui ressemble beaucoup au broyeur de cru, un immense tambour rempli de boulets d'acier. Mais avant de commencer le broyage, on ajoute au clinker un dernier ingrédient, incroyablement important, environ 5% de gypse. Le gypse, c'est le frein de notre ciment. Sans lui, le ciment, une fois mélangé à l'eau, prendrait presque instantanément, se transformant en pierre en quelques minutes, et il serait impossible de travailler avec. Le gypse régule ce processus, donnant au constructeur un temps précieux. Et voilà que ce mélange de clinker et de gypse est broyé pendant des heures dans le broyeur, jusqu'à se transformer en cette poudre grise, incroyablement fine, que nous connaissons tous. Ces particules sont si fines qu'elles peuvent passer à travers un tamis capable de retenir l'eau. Le ciment fini, encore tiède après le broyage, est acheminé par des tuyaux pneumatiques, comme par des vaisseaux sanguins, vers d'immenses et hauts silos de stockage. Ce sont des tours gigantesques qui contiennent des milliers de tonnes de produits finis. De là, il est expédié aux consommateurs, soit ensachés dans des sacs en papier pour la vente au détail, soit chargés en vrac dans des camions-citernes spéciaux ou des wagons de chemin de fer. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de la roche solide à la poudre, en passant par le broyage, le mélange, une cuisson infernale dans le ventre du dragon et un broyage final, naît cette humble poudre grise, prête, au contact de l'eau, à se réveiller et à se transformer en une pierre solide et fiable qui deviendra la fondation de nos maisons, de nos ponts et de nos villes entières. Chaque année, plus de 4 milliards de tonnes de ciment sont produites dans le monde. Ce chiffre est absolument ahurissant. Essayons d'imaginer. Cela signifie que pour chaque personne sur la planète, pour vous, pour moi, pour chacun, on produit plus d'une demi-tonne de cette poudre grise chaque année. C'est le matériau de construction le plus utilisé sur Terre après l'eau. Et si l'on prenait tout ce ciment et qu'on en construisait un mur continu d'1 mètre de large et d'1 mètre de haut, ce mur pourrait faire le tour de notre planète le long de l'équateur plus de 40 fois, chaque année. Chaque année, plus de 40 millions de voitures sont mises hors service dans le monde. Imaginez une chaîne de montagnes de métal, de verre et de caoutchouc qui s'étend jusqu'à l'horizon. Mais pour l'Afrique, ce ne sont pas des déchets, c'est un véritable trésor.
À Lagos, au cœur du Nigeria, se trouve le plus grand marché de pièces détachées d'occasion au monde, où travaillent des dizaines de milliers de personnes, et où le taux de réutilisation des pièces atteint un incroyable 95%. Ici, chaque boulon, chaque soupape, et même un phare cassé, trouvent une seconde vie. Et maintenant, imaginez, un morceau d'une vieille Volkswagen qui roulait autrefois à Berlin peut devenir une partie d'un nouveau gratte-ciel à Lagos. Regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez un secret qui changera votre perception de la mort d'une voiture. Tout commence dans le chaos du port, ou à la périphérie d'une ville gigantesque comme Lagos. Un terrain immense, sans fin, qui s'étend jusqu'à l'horizon, jonché non pas de montagnes, mais de véritables chaînes de montagnes de voitures mortes. C'est à la fois un cimetière et une maternité. Ici se côtoient des européennes fatiguées, de vieilles Peugeot et Volkswagen, qui roulaient autrefois sur les routes parfaites d'Allemagne. Et à côté, des japonaises endurantes, des Toyota et des Nissan qui ont survécu à plus d'une saison des pluies. L'air ici est dense et lourd. Il sent le vieux lubrifiant, le métal chauffé au soleil et le caoutchouc brûlé. Et par-dessus tout cela, un bourdonnement continu. Le grincement du métal, le tintement d'un marteau, le sifflement des postes à souder. Ce n'est pas une usine, c'est un organisme vivant. Et c'est dans cet organisme qu'arrive un nouveau patient. Une vieille Toyota Corolla, cabossée par la vie. Son voyage sur les routes du monde est terminé. Commence alors son voyage en pièces détachées. À peine a-t-elle eu le temps de refroidir qu'une meute de chirurgiens se jette sur elle. Ce ne sont pas des robots, ce sont des hommes, chacun étant un spécialiste pointu. Ici, pas de chaîne de montage. Il y a des équipes. La première équipe, armée uniquement de clés et de tournevis, plonge dans l'habitacle. En quelques minutes, en sortent les sièges, les panneaux de porte, le tableau de bord, le volant. Chaque élément est minutieusement inspecté. Si un siège est simplement sale, on l'emmènera au lavage, on le nettoiera et on le vendra tel quel. Si la garniture est déchirée, on l'enlèvera et la carcasse ira chez un soudeur qui la réparera et la préparera pour une nouvelle garniture. Le tableau de bord sera démonté en ses composants. Compteur de vitesse, compte-tours, boutons. Tout cela constitue des marchandises précieuses et distinctes. Pendant que la première équipe dépaisse l'habitacle, la deuxième a déjà ouvert le capot. Ce sont les chirurgiens cardiaques. Leur cible, le cœur de la voiture, le moteur et la boîte de vitesse. Avec une vitesse et une coordination incroyables, ils débranchent tous les tuyaux, les fils et les fixations. Puis, à l'aide d'un simple palan à chaîne, jeté par-dessus une poutre rouillée, ils arrachent tout le groupe motopropulseur de son logement. Le moteur n'est pas envoyé à la fonderie. Oh non, c'est le trésor le plus précieux. On l'emmènera dans un atelier où il sera entièrement démonté jusqu'à la dernière vis. Chaque pièce, piston, soupape, vilebrequin, sera soigneusement lavée à l'essence, inspectée pour l'usure. Si une pièce est bonne, elle ira dans la banque d'organes pour réparer d'autres moteurs. Si elle est usée, on la restaurera ou on la vendra à la ferraille. Avec plusieurs de ces moteurs morts, un génie de la mécanique locale peut en assembler un qui fonctionnera encore 10 ans. Pendant ce temps, près de notre Toyota, une troisième équipe est déjà à l'œuvre, les esthéticiens. Ils démontent les panneaux de carrosserie, portes, ailes, capot, pare-chocs. Chaque pièce est évaluée. Si une porte est intacte, on la vendra simplement. Si elle a une bosse, ce n'est pas un problème.
On l'apportera à un débosseleur, un véritable sculpteur sur métal. À l'aide d'un marteau, d'une enclume et d'un sens incroyable du métal, il redressera la bosse au point qu'elle sera presque invisible. Ensuite, la pièce sera repeinte et vendue comme presque neuve. Même un phare cassé n'est pas un déchet. On en extraira avec soin les morceaux de verre intacts, qui pourront ensuite être utilisés pour réparer un autre phare. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les neurologues et les chirurgiens vasculaires. Ils extraient soigneusement tout le câblage de la voiture. Ce n'est pas juste un tas de cuivre. C'est un système complet, prêt à être installé sur une autre voiture. Radiateur, alternateur, démarreur, pompe à essence. Tout cela constitue des organes distincts et précieux qui sont retirés, vérifiés, réparés et remis en service. Même les disques de frein, s'ils ne sont pas trop usés, seront rectifiés et vendus. Le verre est découpé avec précaution pour être vendu à ceux qui l'ont cassé. Amortisseurs, ressorts, bras de suspension, tout est récupéré. Et voilà, après quelques heures, à l'endroit où se tenait la voiture, il ne reste plus qu'un squelette nu et mutilé. Une carcasse sans porte, sans roue, sans entrailles. On pourrait croire que c'est vraiment la fin. Mais non. C'est l'heure des derniers dépeceurs. Armés de chalumeaux à acétylène, ils se jettent sur ce squelette comme des démons. Dans un sifflement et des gerbes d'étincelles aveuglantes qui sentent la peinture brûlée, ils le découpent en morceaux de taille transportables. Et ces morceaux de métal, l'ancienne carcasse, entament leur dernier voyage vers une aciérie locale, souvent improvisée. Là, dans des fours artisanaux où la température atteint plus de 1000 degrés Celsius, ce métal est refondu. L'acier liquide et incandescent est coulé dans de simples moules en sable, et de là naissent de nouveaux objets simples. Des barres d'armature pour la construction, des couvercles de regard d'égout, de simples outils agricoles, ou même des casseroles. Le plus grand marché de pièces détachées d'occasion du Nigeria et, peut-être de toute l'Afrique, c'est l'Adipo à Lagos. Ce n'est pas un simple marché. C'est une ville dans la ville, qui s'étend sur des dizaines d'hectares. Plus de 30 000 personnes y travaillent, mécaniciens, vendeurs, débosseleurs, électriciens. Le chiffre d'affaires annuel de ce seul et unique marché est estimé à des centaines de millions de dollars. C'est une économie gigantesque, principalement informelle, qui fournit des emplois à toute une génération. Contrairement aux pays occidentaux, où de nombreuses pièces partent simplement à la presse avec la carcasse, au Nigeria, le taux de réutilisation des pièces d'une seule voiture avoisine les 95%. Pratiquement rien n'est jeté. Les moteurs et les transmissions sont les marchandises les plus précieuses. Le moteur d'un modèle populaire, comme une Toyota Camry, peut être vendu pour 500, voire 1000 $ et plus, selon son état. C'est une somme énorme. Les panneaux de carrosserie, portes, ailes, capots, c'est le gagne-pain de milliers de petits ateliers. Phares, rétroviseurs, boutons de l'habitacle, emblèmes, tout à son prix. Même les vieux sièges de voiture ne sont pas perdus. Ils sont souvent réparés et utilisés comme meubles dans les maisons et les cafés. Et enfin, ce qui reste. Une fois qu'on a retiré absolument tout ce qui peut être vendu de la voiture, il ne reste que la carcasse nue. Son poids représente environ 30% du poids initial de la voiture. Et même ce reste n'est pas perdu. Au Nigeria, il existe une multitude de petites aciéries, souvent artisanales, qui refondent cette ferraille. Chaque année, elles traitent des centaines de milliers de tonnes de ce métal, le transformant en barres d'armature pour la construction locale. Cela signifie que le gratte-ciel que l'on construit aujourd'hui à Lagos pourrait très bien contenir un morceau d'une Volkswagen qui roulait autrefois dans les rues de Berlin. Nobidiam?
Imaginez une pierre, d'apparence si ordinaire, mais à l'intérieur de laquelle se cache une force capable de supporter les charges colossales de notre civilisation. Comment, d'une roche anonyme, naît une route qui résistera à des millions de voitures? Comment la vibration de mâchoires d'acier transforme-t-elle le monolithe en de minuscules cristaux des villes de demain? Chaque année, rien qu'aux États-Unis, plus d'1 milliard de tonnes de roches sont concassées, et ce vacarme s'entend bien au-delà des carrières. Mais il y a un détail qui n'est pas mentionné dans les rapports officiels. Ce qui se cache dans la poussière et les chocs de ces machines pourrait changer votre perception de la simple pierre. Regardez jusqu'à la fin. Vous découvrirez un secret que l'industrie dissimule. La première étape, la plus spectaculaire, du concassage des gros blocs de pierre dans les carrières est le broyage primaire des massifs rocheux. Le processus commence lorsque d'énormes masses de roches, pesant parfois des dizaines de tonnes, sont acheminées vers des installations de concassage spéciales. Ces installations sont équipées de puissants concasseurs à mâchoires, capables de traiter des roches extrêmement dures et résistantes. Au moment du broyage, on peut assister à la collision impressionnante des surfaces d'acier du concasseur avec la roche, accompagnée de chocs sourds et d'un vacarme qui se propage très loin. Les mâchoires du concasseur se meuvent avec une force capable de briser les roches les plus dures, réduisant des blocs massifs en fragments plus petits. L'ensemble du processus est automatisé et se déroule à grande vitesse, assurant une production continue et efficace. Après le concassage primaire, le matériau est acheminé sur des convoyeurs à chaîne qui l'élèvent pour la prochaine étape de broyage ou de criblage. La vulnérabilité du processus réside dans le fait que même aux étapes initiales, un contrôle minutieux est nécessaire, car des chocs trop intenses peuvent provoquer un broyage excessif ou la formation de poussière, ce qui affecte négativement la qualité du produit. Les caractéristiques techniques des concasseurs sont impressionnantes. Des moteurs de plusieurs centaines de kilowatts et des structures en acier lourdes de plusieurs dizaines de tonnes assurent un fonctionnement stable même sous une charge importante. La température des pièces métalliques augmente, mais des systèmes de refroidissement maintiennent un régime optimal pour un fonctionnement prolongé et ininterrompu. On utilise plusieurs types principaux de roches. Ces roches ont des propriétés différentes et sont utilisées en fonction de leurs caractéristiques techniques. Le granit est l'une des roches les plus courantes et les plus solides pour la production de granulats. C'est une roche volcanique composée principalement de quartz, de feldspath et de mica. Les granulats de granit ont une grande dureté et une grande résistance à l'usure. On les utilise souvent pour la construction de routes, de voies ferrées et de structures en béton. La taille des granulats de granit peut varier de la fraction fine, de 5 à 20 mm, à la grosse fraction, de 40 à 70 mm. Le gravier est une roche sédimentaire meuble, composée principalement de galets arrondis. Il est moins solide que le granit, mais a une radioactivité plus faible, ce qui le rend sûr pour une utilisation dans la construction résidentielle. Le gravier est utilisé comme agrégat dans le béton et pour le remblayage des routes. Le calcaire est une roche sédimentaire, principalement utilisée dans la construction de routes comme fondation et couche de base sous l'asphalte ou les dalles de béton. Les granulats de calcaire ont une dureté inférieure, mais constituent un matériau économiquement avantageux. Le quartzite est une roche métamorphique de grande dureté et de grande résistance à l'usure. Il est utilisé pour le revêtement des aérodromes et dans l'aménagement paysager. L'andésite est une roche volcanique, avec une bonne écocompatibilité et une bonne résistance à l'usure. Elle est utilisée pour la production de granulats,
et comme composant dans le béton. Ces pierres naturelles sont extraites dans des carrières, où elles subissent un concassage par explosif ou mécanique, suivi d'un tri. Après le broyage primaire des blocs de pierre dans l'installation de concassage, l'étape suivante, cruciale, est la séparation du matériau en fractions à l'aide d'un système de crible. Ce processus n'est pas moins spectaculaire et est précisément rodé, car la qualité du tri détermine l'homogénéité et la conformité du matériau aux exigences techniques. La taille des particules du futur sable de construction, des granulats ou du gravier, est définie par des grilles spéciales de grande, moyenne et petite taille. Un grand nombre de grilles, disposées les unes au-dessus des autres, forment un complexe de convoyeurs en série où se produit un fractionnement automatique. Les fragments grossiers restent en haut, subissant un traitement dans les concasseurs suivants, tandis que les produits plus fins sont tamisés vers le bas et tombent dans des réceptacles de tri. L'ensemble du système est synchronisé et fonctionne en mode automatique. Chaque grille est régulièrement nettoyée des obstructions pour éviter les arrêts et ne pas altérer la qualité du produit. Et le mouvement du matériau est contrôlé par des capteurs et un système de contrôle de production. Le contrôle des dimensions et de la qualité du matériau est effectué à la fois par des capteurs et par des vérifications périodiques en laboratoire. C'est important, car les caractéristiques de construction des produits finissent, la durabilité des routes et d'autres structures en dépendent. L'automatisation de ce processus augmente la productivité du complexe de concassage et de tri, réduit le besoin de travail manuel et minimise le facteur d'erreur humain. De plus, des réserves technologiques sont prévues pour un réglage rapide du système, en cas de changement de type de matière première ou de normes. La vulnérabilité de cette étape réside dans le fait qu'une séparation de qualité du matériau en fractions assure une utilisation maximale de la matière première naturelle et crée d'excellentes conditions pour la fabrication ultérieure de mélanges de béton, de fondations, de routes et de voies ferrées. Aux États-Unis, le concassage de roches est l'une des composantes clés de l'industrie minière et du secteur de la construction. Selon le Service géologique des États-Unis, le volume annuel d'extraction et de concassage de minéraux non métalliques, y compris le granit, le calcaire, les mélanges de sable et de gravier, s'élève à des dizaines de millions de tonnes. L'année dernière, les États-Unis ont produit plus d'1 milliard, 200 millions de tonnes de pierres de construction, dont une grande partie est constituée de granulats et de gravier concassés utilisés pour la construction de routes, d'autoroutes, de voies ferrées et de structures en béton. Cela représente environ un tiers de la production mondiale de ces matériaux. La consommation d'énergie des entreprises de concassage aux États-Unis est constamment optimisée. Ces dernières années, l'introduction de technologies éco-énergétiques a permis de réduire les coûts d'électricité de 20%. Il est également important de noter qu'aux États-Unis, on applique des systèmes de contrôle de la sécurité environnementale à grande échelle qui réduisent les émissions de poussière et la pollution sonore lors du concassage. Le processus de concassage s'accompagne de la formation d'une grande quantité de poussière qui pollue l'air à proximité immédiate des carrières et des complexes de concassage. La poussière peut avoir un impact négatif sur la santé des travailleurs et des habitants des zones environnantes, provoquant des problèmes respiratoires, des allergies et d'autres maladies chroniques.